grosse pause sur le marché immobilier au moment des subprimes. Sarkozy Qu'est-ce que garantit Sarkozy les banques, a géré, là. exactement. Les deux choses qui ont permis d'accélérer fort, c'est que... Je peux glisser quelques conseils aux personnes qui nous écoutent et qui cherchent à avoir un prêt. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ludovic Uzieux. Je fais pas de bêtises. Non, c'est la bonne prononciation. Ok. Co-fondateur de Artemis Courtage, que vous devez connaître comme un des leaders du courtage en prêt immobilier et en assurance en France. Donc Artemis, c'est une société qui a maintenant 15 ans. Vous accompagnez 10 000 clients pour une récolte autour de 4,5 milliards d'euros financés. Vous avez un réseau de plus de 80 partenaires bancaires et comptez aujourd'hui 430 collaborateurs. Donc très belle, c'est bien ça. réussite. Ouais. On est content de te recevoir parce que on sait que le marché immobilier est un marché en pleine transformation et qui subit l'Euribor de manière très très forte, et on va en parler ensemble. Mais comment on résiste 15 années et comment on résiste les 15 prochaines années avec ces impédiments qui peuvent changer. Donc bienvenue. Merci à tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Très sympa de pouvoir en parler un peu plus longuement que dans les interviews BFM. format classique, exactement. Ouais, c'est l'idée. Dans le podcast, on a 3 étapes. On a une première étape où on aimerait parler avec toi de ce qu'on appelle le 0 to 1, donc les débuts. Le moment où tu as senti qu'il s'est passé quelque chose et que ça valait le coup que cette société, qui était un espoir, commençait à fonctionner. La deuxième partie sur le scale, où Aymeric va creuser 2 à 3 points spécifiques avec toi. Et la dernière partie sur le next game, donc finalement, vers où tout ça nous mène. Est-ce qu'on passe de 450 à plus, et quelle est ta vision par rapport à ça, et on atterrira rapidement sur... Comment tu fais pour te développer toujours après 15 ans de société, et si tu as des livres et des personnes à nous recommander? Ok, c'est très clair. C'est clair. Donc on peut peut-être... T'en sens pas mal jusque-là. Bah ouais, Sans le jingle en plus. Mais sans le jingle, je te sens moins à l'aise. T'as vu, Ouais. tu es timide. je me sens... mais je fais avec. On dit un petit étudiant qui passe son oral. Et du coup, peut-être que tu peux nous raconter les débuts, comment la boîte s'est lancée et quand ça a commencé à marcher. Bah, la jeunesse, c'est quasiment une affaire de potes. Hein. On est en mai 2009, la création, il y a 15 ans, dans quelques mois. On est tous courtiers en crédit immobilier. On est 6 à cofonder l'entreprise Artemis Courtage. On se connaît pour la moitié des 6, donc 3 personnes. On se connaît déjà parce qu'on a été colocataires, on a été étudiants ensemble, on s'est cooptés dans nos anciennes entreprises. Et c'est un moment où on a beaucoup de temps à penser à la création d'une entreprise parce qu'on est en pleine crise des subprimes qui frappe évidemment le courtage en crédit immobilier. On est des courtiers en crédit immobilier. Et donc d'un volume d'affaires et de beaucoup de dossiers gérés chaque mois, on se retrouve au pain et à l'eau. Et du coup, on se rencontre avec un peu plus de fréquence, en se disant que, en ayant une intuition un peu folle, en se disant que ça va être passager, que ça va pas durer très longtemps, et que c'est un laps de temps qu'on veut utiliser pour réfléchir à créer notre société de courtage en crédit à notre image. On était tous en fin de vingtaine ou en début de trentaine, avec des situations établies, mais pas encore trop de contraintes. Et on s'est dit que c'était le moment ou jamais, qu'on avait le temps d'y réfléchir, le temps de le faire, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais qu'on avait une belle force de travail et beaucoup d'idées. Et donc, on a commencé à brainstormer 6-7 mois avant, en pleine crise des subprimes, et on a posé notre plaque au 11 rue de Miromesnil, qui est toujours le siège social de l'entreprise. Il y a eu un déclic, une vision au départ, justement, sur comment revisiter ce métier-là Ou vous avez fait une boîte classique de courtage? On a fait une boîte classique de courtage parce qu'on s'est dit que, quand on a fait le constat de ce dont on avait besoin, c'est une société de service, on est intermédiaire entre des clients qui cherchent un crédit immobilier et les banques qui ont le monopole du prêt en France immobilier. Donc on est intermédiaire entre quelqu'un qui cherche un crédit pour acheter une maison ou un appartement et les banques qui prêtent et qui cherchent à capter de la clientèle chaque année avec des objectifs commerciaux qui sont toujours plus importants d'une année sur l'autre. Au départ, on faisait ça donc chez un confrère, un concurrent, chez qui on a été bien formé, chez qui on menait une vie professionnelle sympa. Sauf que on voyait ça de notre œil. On se disait, si c'était nous, on mènerait pas la politique commerciale comme si, le site internet, on le ferait comme ça. On recevrait les clients plutôt en étage, en mode banque privée. On n'aurait pas forcément de
de linéaires et de façades dans des rues ou dans des zones commerciales en région. On avait, c'est déjà une, voilà. En termes d'expérience client, quand même, tu avais un truc. C'est-à-dire que tu ça, as quand même démonté l'expérience client actuelle pour la remonter à votre sauce. Exactement. On voulait changer le branding, on voulait changer le canal d'acquisition client, on voulait effectivement, on avait des idées un peu différenciantes, mais en partant du principe que entre guillemets, il suffisait d'avoir des téléphones, des ordis et des conventions bancaires, ce qui est pas si simple. Hein. Je suis pas atteint du syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, le préalable, c'était que ce dont on avait besoin au départ, c'était pas si coûteux. On n'avait pas besoin d'acheter des centaines de milliers d'euros de stock, on n'avait pas besoin de mettre en garantie nos appartements, nos maisons. On pouvait démarrer entre guillemets assez facilement. Très clair. Et du coup, au moment où tu lances l'activité, vous faites un choix peut-être particulier, peut-être vers le digital au début, pas du tout. Les premiers clients, comment ça s'enclenche? Pas du tout. C'est de la... Pas du tout. C'est même un biais qu'on prend, c'est-à-dire qu'on part sur un modèle de cooptation et de recommandation. On monte la société, on est 6 cofondateurs. Le capital social de la société, c'est 60 000 euros, donc on a tous mis 10 000 euros de notre poche. On a notre siège social, au départ, on le sous-loue chez des potes qui sont avocats et qui ont un étage en trop. Donc on voulait vraiment minimiser les coûts. Et dans minimiser les coûts au départ, il y avait cette stratégie qui était surtout pas, au départ en tout cas, d'acheter de leads et d'avoir un faible taux de transformation ou d'avoir des clients qu'on n'avait pas forcément envie de financer. Donc au départ, on a axé le développement sur de l'indication d'affaires de professionnels de l'immobilier, assureurs, notaires, enfin tous ceux qui sont dans le maillon, dans la chaîne de l'immobilier, agences immobilières, promoteurs, etc., qui nous ont indiqué nos premières affaires, donc nos premiers clients. Ça a été des gens avec qui on travaillait dans une vie antérieure, qu'on est allé revoir en disant voilà... écoute, on monte une boîte de courtage en crédit immobilier et en assurance. Est-ce que ça te dit quand tu as l'occasion, de nous indiquer les clients qui cherchent des financements et qui sont pas forcément aiguillés? Il y a 15 ans, le courtage en crédit immobilier, c'est pas si démocratisé que ça. Les grands concurrents et ceux qu'on connaît un peu... C'était Meilleur Taux, ce genre. Voilà, meilleurtaux.com, CAFPI. Ils n'existaient pas encore, d'ailleurs. CAFPI, si, parce que c'est vraiment les pionniers et ça fait 50 ans qui se sont créés, mais il y a eu eux pendant 30 ans et quasiment exclusivement eux. Et puis après, il y a eu d'autres sociétés qui se sont créées de toutes pièces ou des spin-offs de CAFPI. Et on n'était pas si nombreux à ce moment-là, avec effectivement tout à faire sur l'expérience client, sur l'acquisition des leads. Enfin, les modèles étaient entre guillemets à créer. Il y avait CAFPI qui faisait autorité entre guillemets, mais il y avait de la place pour tout un tas d'acteurs et c'est dans cette brèche-là qu'on s'est mise. Et sur quoi vous vous différenciez du coup au début, à part la recommandation et le bouche à oreille? Parce que au début c'est une aventure à 6 en disant on va tester quelque chose, on va être indépendant plutôt que d'affiner une maison, et à un moment donné ça commence à marcher et j'imagine que là vous vous dites tiens, il se passe quelque chose qui est peut-être intéressant et on peut aller plus loin. On est dès le départ on est très centré client, qualité, satisfaction, en se disant que nous, notre modèle, au fur et à mesure des mois et des trimestres qui passent, et ça passe très vite, surtout au moment de la création, on se dit que on veut que au moins la moitié de nos dossiers proviennent des clients qu'on a déjà financés et des gens qui tournent autour d'eux, famille, collègues, amis. Pourquoi ? Parce que le coût d'acquisition de ces clients-là, il est très faible, c'est des primes de parrainage, et le taux de transformation, il est très fort. Ouais, parce que la reco, tu as déjà fait 60% du chemin. La reco, si tu as bien fait ton boulot, c'est pour ça qu'on était très axé client et très axé service exceptionnel et service de qualité, avec un accompagnement du premier calcul de capacité d'emprunt jusqu'au déblocage des fonds chez le notaire, où on était présent à toutes les étapes. Si tu es bien pris en main sur une étape aussi cruciale dans ta vie de jeune adulte, t'hésites pas à en parler autour de toi, t'hésites pas à recommander. Et effectivement, tu as raison, si tu as bien fait le job, la personne qui va te recommander,
elle aura fait la moitié ou plus de la moitié du chemin pour toi en expliquant que c'est toi qu'il faut aller voir et personne d'autre. Donc ça coûte pas grand-chose, une prime de parrainage, et j'ai envie de te dire que tu as la moitié du chemin qui est déjà fait, et il y a de fortes chances que tu concrétises ce dossier qui en appellera d'autres. Le but c'était ça, qu'au moins la moitié de nos dossiers chaque année proviennent d'un écosystème direct, une recommandation directe de clients qu'on a déjà financés, qui reviennent nous voir pour d'autres projets ou qui parlent de nous autour d'eux. En gros, le 1, avant qu'on passe au point de scale, c'est à quel moment tu as senti que ça explosait? Tu as senti à un moment donné où tu commences même à être un peu dans les cordes? Comme dans toute aventure entrepreneuriale, il faut un peu de talent, beaucoup de travail et aussi un peu de chance. Notre intuition un peu folle, elle se concrétise assez rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une grosse pause sur le marché immobilier au moment des subprimes. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Sarkozy garantit les banques, gérer, exactement. Et pour le coup... Aymeric a une anecdote sur les subprimes. Non, vas-y. C'est sympa de commencer un business à ce moment-là. Il y a tout mis aux États-Unis. On s'est dit que si on le faisait pas, on s'est dit que si on le faisait pas à ce moment-là où on avait plein de temps pour réfléchir et pour monter notre boîte, on le ferait plus ou différemment, et que c'était finalement une opportunité. Et comme à peu près toutes les crises, naissent des opportunités et des aventures entrepreneuriales, et c'était notre pari. Et on s'est dit c'est un beau message que tu veux passer, parce qu'en ce moment, le contexte est un peu morose quand même, quand tu regardes les infos là. Et qu'au contraire, c'est à ce moment-là que tu fais sortir les petits malins. Bien sûr, et sans aucun cynisme. C'est-à-dire que parce que tu t'adaptes mieux, parce que tu réagis mieux, parce que tu sens les choses un peu plus finement ou un peu avant, ou parce que tu es un peu fou et tu as des intuitions qui s'avèrent être bonnes, et la vérité du lendemain est toujours plus simple à expliquer. Mais à ce moment-là, on bénéficie aussi de la reprise du marché immobilier qui fait que ça démarre très vite, ça explose très vite. Et après, ce qu'on a fait, c'est que on a ouvert, par capillarité, on a ouvert des bureaux à chaque fois que le bureau précédent était plein. C'était aussi simple que ça. On avait un étage rue de Muroménil, puis 2 étages, puis un bureau à Boulogne, puis un bureau à Saint-Mandé, puis ça, en escargot comme ça, on a maillé assez rapidement Paris intramuros, puis la banlieue. Mais sans jamais, entre guillemets, sans jamais brûler les étapes. C'est-à-dire que on ouvrait les bureaux quand on pouvait plus loger l'intégralité de nos conseillers financiers et que les conditions de réception de nos clients ne nous satisfaisaient plus. Le but, c'était de recevoir. À l'époque, à l'origine, on avait très peu de bureaux avec un pas de porte. Exactement. On avait très majoritairement, et ça se ressent encore 15 ans après dans nos bureaux parisiens, c'était plutôt des bureaux en étage. En mode un peu banque privée, cabinet d'avocats. Tu les achetais les bureaux? Non, tu les louais? Non. Sauf quand on n'avait pas le choix et que c'était que à la vente, mais la plupart du temps... un patrimoine. Mais ça, je trouve que c'est super intéressant, peut-être qu'on peut envoyer, parce que sur le scale, moi, on se connaît bien, Ludo, parce qu'on a passé quelques années en investissant ensemble, donc on a investi aux côtés des fondateurs d'Artemis. C'est quand même un people business. Et finalement, vous avez fait une croissance assez fulgurante ces dernières années. C'est un people business. Et vous, ce que je trouvais que vous faisiez de façon assez différenciante, c'était la gestion de l'humain, la formation. Tu disais justement, vous avez monté à chaque fois... tu as monté par capillarité des agences, tu formais, il y avait toute une chaîne pour arriver à former, à trouver des intervenants. Ça, c'est quelque chose que vous avez très bien fait. Là, tu passes dans les points de scale. Ouais, c'est le premier point de scale parce qu'on en parlait. Je pense que vous avez eu plusieurs partis pris. Le premier parti pris, c'était vous avez eu résolument une position très orientée client, très haut de gamme quand même, un volume moyen, enfin un encours moyen d'emprunt supérieur au marché. Ça, c'est vrai, mais c'est la conséquence de notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément chassé les gros profils ou les CSP+, mais tu faisais de la qualité plus juste de la quantité. Exactement, comme on traitait tous les dossiers avec le plus d'expertise possible, la recommandation, elle se faisait naturellement. Il n'y avait pas de barrière à l'entrée. On ne disait pas qu'on ne voulait pas financer de dossiers de moins de 100 000 euros. Mais voilà, les dossiers qu'on prenait, on y croyait, on les accompagnait, on avait un taux de transformation qui était supérieur au marché. Et aussi dans les très beaux dossiers, les dossiers plus gros et plus compliqués à faire. C'est vrai qu'on a, ça nous a, entre guillemets, attiré une clientèle sympa. Et puis, les gens qui recommandent beaucoup autour d'eux sont aussi des gens qui ont une vie professionnelle importante, épanouie, qui travaillent beaucoup, qui rencontrent beaucoup d'autres personnes et qui ont plus d'opportunités, entre guillemets, de te recommander.
C'est le premier point. Là où je te rejoins complètement, c'est que les deux choses qui ont permis d'accélérer fort, au-delà du marché qui était porteur, c'est qu'on a très vite opté pour un modèle dans le réseau, un modèle de salarié, plutôt que d'embaucher à l'époque des agents commerciaux ou maintenant des mandataires. On a opté pour un modèle salarié et on a opté pour une Artemis Academy, une école de formation assez rapidement, où on s'est dit, il faut qu'on arrive, pour continuer à se développer, à grandir, il faut qu'on arrive à offrir une qualité de service homogène, qu'on puisse avoir un tronc commun de connaissances et d'expertise qui soit le même pour tout le monde et plutôt élevé pour pouvoir effectivement ouvrir dans l'arrondissement d'après ou dans la ville d'après. C'est quelque chose qu'on a bien fait et qu'on a bien fait. Ça, pour le coup, c'est de l'investissement. Je disais tout à l'heure qu'à la création, finalement, on avait tous mis 10 000 € sur la table et que le risque, il était quand même assez faible. En revanche, quand on a commencé à bien marcher et que les trimestres passés, qu'on décidait de recruter et d'ouvrir, ça veut dire qu'on faisait 6, 7, 8 sessions de formation par an avec 10, 15 recrues à chaque fois. Et que, évidemment, le recrutement n'étant pas une science exacte, parfois on se trompait et l'investissement, il était réel. C'est-à-dire qu'on embauchait en salarié, on accompagnait pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Et puis parfois, force est de constater, à l'initiative du collaborateur ou à la nôtre, que ça ne va pas le faire et qu'il faut passer à autre chose. Et tous ces coûts-là, on les a autofinancés. On recrutait, on faisait monter en puissance. Et vous connaissez à peu près le rythme du cycle de l'immobilier entre le moment où vous recherchez un bien, vous avez calculé votre capacité d'emprunt, vous formulez une offre, vous signez une promesse de vente, vous passez chez le notaire, la banque débloque les fonds. 6 mois. C'est 6 mois. C'est 6 mois et ça veut dire que donc au moment où vous recrutez, vous faites des sessions de formation et le moment où vous avez entre guillemets vos premiers retours sur investissement, il se passe pas loin d'1 an. Le temps de la montée en puissance et du cycle de l'immobilier, vous avez 1 an d'investissement sur je reviens juste sur ton premier point où tu parles d'académie et de qualité du service. Déjà, qu'est-ce que tu as compris dans la qualité du service pour que ça soit top niveau? C'est quoi que vous avez mis comme ingrédient là-dedans où tu te dis eux, ils sont là, nous, on va être là en termes de qualité de service? 2 choses. La première chose, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plus expert que les banquiers sur leurs propres produits. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, qui alternait des périodes de formation théorique par promotion et des périodes sur le terrain, en agence, au contact des courtiers, des managers, le but à la fin de ces premières périodes, c'était que techniquement, chaque courtier formé soit plus performant sur les produits immobiliers bancaires que les conseillers bancaires eux-mêmes. C'est-à-dire que, et c'était le cas, et c'est toujours le cas, à la fin de ces cycles de formation, ils connaissaient mieux les prêts immobiliers et toute la variété, les assurances et les contrats et les garanties de chez BNP Paribas qu'un conseiller BNP Paribas. Sans offense à la qualité de la formation dans les banques. Donc, premier ingrédient, tu te dis, les gars, ils doivent être au standard des meilleurs banquiers. Exactement, mais même plus haut et maîtriser mieux, parce que évidemment, on travaille avec toutes les banques. Il y a beaucoup de technicité là-dedans en plus. C'est des produits qui sont... il y a beaucoup de technicité. Quand tu fais ça toute la journée, évidemment, t'es rompu au bout de quelques années. Pour le coup, quand tu es banquier, tu as toute une panoplie de produits à vendre et tu n'es pas forcément, et encore plus aujourd'hui, où tu collectes de l'épargne, tu vends des solutions de gestion de patrimoine. Tu fais pas que des prêts toute la journée. Il y en a même un qui a vendu des pins l'autre fois à Julien. Je les aime beaucoup, ces pins. Et pour le coup, c'est ce qu'on s'est dit. Il faut qu'on soit incontournable et incomparable d'un point de vue technique. Et puis après, sur l'accompagnement, et c'était notre baseline pendant longtemps, il faut que ce soit un accompagnement sur mesure. Il faut que chaque client et chaque dossier soit accompagné des prémices et des premières recherches de calcul d'enveloppe et de capacité d'emprunt jusqu'au déblocage des fonds. Et j'ai envie de te dire que ce métier, mais c'est souvent le cas d'ailleurs, t'as 20% en front
Et puis 80% de SAV. Office, ouais. Exactement. Alors, back-office, pas forcément, mais en tout cas, de tout faire pour coordonner et mettre en musique pour que tout ça se passe bien, que ça se signe en temps et en heure avec les bons appels de fonds, la bonne date. Parce que bien souvent, quand tu achètes un appart, t'en revends un, il faut que tout ça signe le même jour, sinon tu ne disposes pas de ton apport. C'est beaucoup d'énergie et c'est cet accompagnement qu'on voulait, à l'inverse de confrères qui avaient, eux, fait le choix de faire quasiment que de la mise en relation entre des clients et des banques, en se disant, voilà, je vous mets en relation, et puis après... Ouais, et même c'est un point, ouais, parce que je sais qu'en plus, on a discuté pendant pas mal d'heures, tu t'es trouvé aussi sur le marché avec des gens qui ont une approche très tech, ouais. Avec vraiment une approche, j'achète du lead, et ouais, en fait... Très bourrin size, quoi. Oui, et surtout, il y avait un côté qui était très bien, c'est que l'UX était quand même, avait vraiment été travaillé, donc pour le coup, ils avaient ce côté-là où c'était... en tout cas pour le client, toute la gestion de son dossier, tout est dématérialisé, etc. Et vous veniez pas de la tech, vous avez fait le chemin inverse de Meurtho. Meurtho est parti d'un truc très tech et puis finalement il est remonté vers des agences. Vous êtes parti d'un modèle plutôt avec traditionnel, agence bien fait. Mais apparemment, tu t'es obligé de te confronter quand même à la tech. Donc, si tu te rappelles, on a regardé pas mal de choses à racheter. C'est pas facile d'essayer d'internaliser ces sujets-là. C'est pas simple. C'est quand même à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on n'avait pas fait le mauvais choix, parce que finalement, globalement, aujourd'hui, tous les acteurs, des pure players, il n'y en a pas, à ma connaissance, et tous les acteurs aujourd'hui, même s'ils sont partis de la tech, ont fini par ouvrir des réseaux d'agences avec des conseillers financiers Ouais, mais ça reste un métier humain, bien sûr. Ouais. Ça reste un métier humain. Dans l'e-commerce, tu vois la même chose aussi maintenant. Ils commencent par le digital et après tu les retrouves en magasin physique. Mais parce que... Et nous, effectivement, d'abord, au départ, on n'avait pas les budgets à consacrer. Ensuite, on a évidemment, on a fait notre propre éducation et on est passé par des étapes où on s'est dit, pour accélérer et pour continuer à recruter et à tenir notre rythme de session de formation, il faut qu'on puisse aussi produire des leads et pouvoir les donner clés en main. Et donc, on a toujours, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on a toujours 10-15% de notre volume d'affaires qui vient de différents canaux de sourcing d'acquisition de leads. Mais je crois, soit tu as cette conviction chevillée au corps au départ et probablement que tu le fais bien. Nous, c'était pas le business model. Et on a eu des campagnes bien monitorées avec des agences super, mais en réalité, le taux de transformation n'est pas le même, la qualité des dossiers n'est pas la même, et donc la qualité, le nombre de recommandations non plus, et tu te retrouves sur un business de masse où effectivement... tu as des CAC élevés, et puis... c'est ça. Mais c'est pas été ton choix, on dirait, celui-là. Toi, tu parles beaucoup de qualité, quand même. C'est ça qui est intéressant. Depuis le premier jour, et ça continue, parce que c'est notre ADN. On venait, nous, courtier en crédit immobilier, c'est pas un métier au départ. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de formation. T'as un master banque, assurance, finance, mais tu n'as pas de spécialisation comme ça. Donc, en général, tu t'essayes à d'autres métiers et tu arrives, entre guillemets, par hasard sur ce métier. Et donc, nous, notre expertise et notre rigueur, on l'a tenait aussi on était 6 au départ, il y avait des anciens banquiers, des anciens juristes, des anciens... Les profils étaient différents, mais on était tous animés d'une façon de travailler qu'on a après transmis. Et en vérité, on a passé aussi les étapes les unes après les autres sans se brûler les ailes, parce que on a passé du temps, et on continue à passer du temps sur le terrain, à transmettre le savoir-faire et à transmettre les bonnes pratiques. Et ça... la tech avance, tout avance, mais la qualité de service... En vérité, ta tech, c'est ta qualité. Quoi. Ouais, mais surtout vous avez une approche très, très ligne de la tech. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on s'est dit quand même que, tu vois, il y avait toute la démat des dossiers clients qui était quand même super importante. Il y avait le fait d'avoir aussi d'être branché avec toutes les banques pour pouvoir s'assurer tout ça. Donc, en fait, vous avez une approche très ligne. Vous avez à chaque fois regardé étape par étape. En gros, vous êtes dit la partie sourcing et tout, la nôtre marche bien, c'est du référent. En fait, finalement, on le maîtrise très bien et ça nous coûte pas très cher. En même temps, on est sûr que ça se convertit bien parce que c'est souvent du bouche à oreille ou de la recommandation. En revanche, sur tout le bas du funnel, bien avoir les dossiers dématérialisés, etc., ça progressivement, vous êtes venus. C'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé. C'est ça. On n'est pas du tout anti-tech. C'est juste que sur l'acquisition client, on s'est dit qu'il y avait probablement mieux à faire et les budgets devaient aller ailleurs, sur du market direct, sur
sur des primes de parrainage, sur de l'animation des partenaires bancaires, des partenaires apporteurs d'affaires. On s'est dit que ces budgets-là seraient mieux utilisés. Mais on n'est pas du tout anti-tech. Ce qu'on a voulu faire, effectivement, c'est cette tech, c'est de la mettre au service des clients et au service des partenaires bancaires, en ayant la possibilité, évidemment, d'avoir un peu d'automation sur la partie, pour les clients, sur la partie dépôt de pièces, upload des pièces, rappel des rendez-vous, etc. Enfin, des choses qui sont du bon sens, quoi. Du bon sens. En tout cas, de la tech au service des clients et des humains. Pas de la tech gadget, c'est ce que tu es en train de dire, quoi. Non, c'est que c'est surtout. Moi, je ne sais pas forcément ça. C'est que il y a plusieurs parties dans la tech, mais c'est pas se concentrer sur le haut de funnel qui était l'acquisition, qui pour le coup est un modèle d'ailleurs qui n'a pas été tellement démontré sur le marché, parce que finalement, tu achètes du lead très cher, tu as tout transformé. Mais comme tu dis, c'est du lead un peu cracra. Mais plutôt de la tech sur le métier. Ouais, en tout cas sur le métier, qui était tout la gestion électronique des documents, la prise de rendez-vous, etc. Qui toujours de la qualité. Et pour le coup, qui a fait gagner pas mal de temps aux conseillers. C'est ça, exactement. C'était vraiment à destination de nos clients et de nos équipes en interne pour leur permettre de consacrer plus de temps à l'accompagnement des clients ou de faire un dossier de plus par semaine ou par mois et puis l'accélérateur. Enfin, de toute façon, là, on est tous passés par là à un moment ou à un autre. L'accélérateur, ça a été le premier confinement où globalement on avait des briques, la possibilité évidemment de prendre des rendez-vous en ligne, de se mettre, de faire un petit calendrier, de prendre directement rendez-vous sur les agendas des conseillers financiers. Tout s'est mis en musique et quasiment à marche forcée au moment du premier confinement où globalement les signatures étaient dématérialisées, les documents étaient... là t'es passé à marche forcée, quoi. Ouais, on avait quelques briques et tout ça s'est mis en musique au moment où on n'avait pas vraiment le choix et on s'est dit ça va être quoi le courtage de demain si on reste bloqué comme ça pendant 6 mois, va bien falloir continuer quand même à pouvoir envoyer des dossiers en banque et rencontrer des clients, même virtuellement. Et ça a bien accéléré aussi à ce moment-là. Donc tu disais, Émeric, premier point, c'était la partie un peu people. Ouais, exactement. Et la deuxième, c'est que en fait, ça a été le build-up et les rachats que vous avez fait. Parce qu'au départ, vous aviez des agences, vous étiez à Paris. Build-up, tu peux l'expliquer. Build-up, acquisition, tu sais, acquisition. En fait, je ne parle pas anglais. Non, attends. J'ai fait latin. Faut être habitué. Oui, vous avez fait des acquisitions, notamment pour étendre votre maillage territorial. Ça, si tu peux revenir là-dessus. Et puis aussi pour essayer progressivement de se développer vers d'autres services comme l'assurance et puis après tout ce qui est aussi gestion privée, je sais pas comment vous l'appelez, mais ça, le build-up vous a permis. Wealth management, ouais. Faut juger. Tu sais qu'il a passé une phrase en latin sur son post LinkedIn, lui. Ah ouais, bah évidemment. D'abord, et c'est important de le dire quand même parce que j'ai pas l'impression que c'est toujours le chemin qui est choisi aujourd'hui par des entreprises qui ont un peu moins d'ancienneté ou d'expérience. C'est qu'on a commencé à faire des acquisitions après quelques années et en ayant démontré qu'on savait faire de la croissance nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on avait une croissance à 2 chiffres chaque année. Et tout bootstrappé, on l'a pas dit, mais... Bien sûr, ouais, tout à fait. Et les premières acquisitions, ça date, donc la date de naissance, c'est mai 2009. Première acquisition en 2016. Donc on a, entre guillemets, pris notre temps. Ouais, c'était mature, quoi. C'était mature, on avait un réseau. C'était mature, mais ça a vraiment accéléré à ce moment-là. C'est-à-dire que on a dû mettre 6-7 ans à être 50. Et on a remis à peu près la même chose en temps à être quasiment 500. Mais en tout cas, les bases et les fondamentaux étaient solides. On faisait de la croissance à 2 chiffres chaque année. Grosso modo, au moment où on se rencontre avec Émeric, on double de taille tous les 3 ans. Voilà. C'est pour ça qu'il a commencé à te regarder, lui. Avec les yeux de l'amour. Ouais. Mais c'est pas moi. Il faut rendre à Alexandra. Il faut rendre. Et pour le coup, donc on savait faire et on s'est dit. Alors, on a eu 2 idées en même temps qu'on a quasiment lancées un peu en laboratoire en se disant on verra ce qui marchera le mieux en y mettant les moyens, l'énergie et le temps nécessaires. On s'est dit c'est pas compliqué si on veut se développer bien et vite mais à notre image en conservant une qualité de service équivalente. Soit on monte un réseau de franchise
en recrutant des candidats à notre image. Et puis comme ça, on n'a pas besoin d'y consacrer trop de bilans, trop de capitaux. Et ça va vite. Soit on fait la même chose, en tout cas, on essaye de soutenir le développement et la croissance en faisant des acquisitions d'acteurs locaux importants, mais indépendants, qui partagent avec nous des valeurs, l'ADN et en tout cas une certaine vision du métier. Donc on a lancé le réseau de franchise un petit peu avant. On a eu des succès parce qu'il y a d'ailleurs encore, on a une centaine de points de vente aujourd'hui, un peu plus de 100, et il nous reste qu'on adore et qu'on rencontre régulièrement. Il nous reste 8 franchises qui sont la survivance de ce premier mouvement où on s'est dit le développement hors de nos frontières, on va le faire par réseau de franchise. Mais en réalité, pourquoi ça allait pas forcément assez vite à notre goût, c'est qu'on y mettait autant d'accompagnement et d'impact que sur nos agences qui étaient en propre et un salarié pour des redevances qui vont de 6 à 10%. Donc ça pouvait pas vraiment fonctionner. Mais quand tu as ça chevillé au corps et qu'on t'appelle pour un conseil, une banque, tu décroches le téléphone et tu le fais. C'est entre guillemets le premier écueil. Et le second, c'est que on a parfois eu des rendez-vous ratés pour des reconversions professionnelles qui n'ont pas forcément fonctionné, ou pour, à l'époque, et un peu trop en avance sur la première période de confinement Covid, des personnes qui ont tenté leur chance, qui étaient parisiennes, qui ont tenté leur chance dans des villes sans être vraiment imprégnées du tissu économique local, du tissu bancaire, ou qui n'avait pas de réseau, exactement. Et quand tu es dans un métier, effectivement, où la captation de clients, alors même si tu peux un peu acheter de leads, des fiches à droite, à gauche, c'est quand même mieux d'être Marseillais si tu veux faire un gros réseau à Marseille. C'est un métier de commerçant. Donc, exactement, c'est un métier de commerçant et on l'a toujours vu comme ça. Et surtout en province, ça marche vraiment comme ça. Encore plus, effectivement, comme tu es moins anonyme qu'à Paris et qui a une vraie vie de quartier ou de ville, quand tu débarques de nulle part et que tu n'as pas un début de connaissance en banque ou dans les agences IMO, chez les notaires, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Donc, cette partie-là, on a continué à l'animer, mais on est parti sur une deuxième voie qui nous a bien réussi. C'est qu'on a effectivement on a cherché des réseaux locaux avec alors on s'était évidemment fait une feuille de route où on se disait qu'il fallait c'était des réseaux avec au moins 8 ou 10 points de vente, 30 ou 40 personnes pour pas faire tout ce travail que Aymeric connaît bien de mapping et après d'exécution des deals pour des cibles trop petites. Donc on s'était fixé ça. Et on a commencé, on a acheté notre premier réseau dans les Hauts-de-France, qui s'appelait à l'époque Ludax Courtage et qui s'appelle maintenant évidemment Artemis Courtage. On a commencé dans les Hauts-de-France, puis après on l'a fait en Bretagne, puis après on l'a fait en Aquitaine, on en a refait un petit en Bretagne, et puis après on est descendu comme ça, on a fait Nice et autour de Nice, on a fait Marseille et autour de Marseille, et donc on a maillé le territoire. On a maillé le territoire à coup d'acquisition en étant quand même assez attentif à la qualité des dirigeants. Ouais, ça reste un people business. C'est un people business et pour le coup, quand tu achètes des équipes, il faut faire ça bien, il ne faut pas renverser la table en arrivant. Il faut s'assurer, et ça a toujours été notre cas, sauf une fois, il faut s'assurer que les dirigeants acceptent de t'accompagner sur le long terme. Et aujourd'hui, ils sont, à 2 exceptions près, tous les dirigeants, les fondateurs des entreprises qu'on a rachetées dans le courtage sont toujours à nos côtés. Et pour le coup, ils sont garants d'abord de l'histoire, et puis ensuite de la politique commerciale, de la politique de ton image développement. Auquel tu es cher. Exactement. Et c'est important de transmettre l'image, parce que si tu fais des couches comme ça, que tu agglomères et que tu y vas façon millefeuille,
assez rapidement, ta marque employeur, c'est plus la bonne. Tout le monde se moque un peu de la maison mère, de ce qu'on peut en dire ou en penser. Et ça se voit assez rapidement dans le rating, dans les retours, les avis clients. Et après, tu as de mauvaises relations bancaires, mauvaise presse, et ça peut partir au tapis assez vite. C'est des business de people. Donc, quand tu rachètes 8-10 bureaux, 40 personnes, si tu fais ça à la parisienne, un peu trop arrogante, tu peux en perdre la moitié dans la première année. Hein. Ouais. C'est ça. Oui, non, on était... low profile, les marques coexistaient pendant 2 ou 3 ans, on rebrandait aux couleurs, avec après une baseline by Artemis Courtage, mais le temps pour que tout le monde s'adapte, y compris d'ailleurs les banques locales ou les agents immobiliers locaux, pour que tout le monde ait le temps de passer d'une marque à l'autre. Et ça nous a plutôt bien réussi pour arriver aujourd'hui effectivement à une grosse centaine de bureaux et 500 personnes. Et du coup, tu utilises ta school pour faire rentrer les nouvelles recrues des rachats pour les mettre au niveau des autres, j'imagine. Alors, on se fait entre guillemets l'économie quand il y a de la seniorité dans les profils, on se fait quand même un peu l'économie de la partie théorique ou juste entre guillemets une remise à niveau, mais c'est pas le bon terme, mais en tout cas, on essaye d'avoir des standards à peu près équivalents. Mais après, là où tu as raison, c'est que c'est qu'on évidemment ils sont conviés et même obligés de venir aux sessions de formation. Parce que parfois c'est plus facile de reformer que de déformer. Vaut mieux repartir d'une feuille blanche, notamment sur les méthodes de prospection, la marque, la façon de présenter un dossier, de le ficeler, de faire la note de synthèse qui accompagne le dossier quand tu présentes aux partenaires bancaires. Et il y a tout un tas de trucs qui sont ce qui est clé, notre marque de fabrique. Ce qui est clé, parce qu'on en a un peu parlé, mais du côté des banques, vous aviez quand même des conventions avec toutes les grandes banques. Elles s'attendent à avoir vraiment un niveau de qualité de dossier parce que justement c'est ça qui a fait l'image de marque et la réputation d'Artemis. C'est-à-dire que le fait d'avoir une vraie qualité de dossier, elles savaient quand elles ont un dossier qui arrive d'Artemis, elles savent que du coup il est de bonne qualité et donc elles peuvent le financer. Parce que oui, parce que notre taux de transformation vis-à-vis des banques est plutôt vers le haut des standards. Et que si le dossier est bien présenté, s'il y a une habitude, s'il y a une bonne transformation, le banquier il a plus envie de faire passer ton dossier au-dessus de la pile que quand il a une chance sur 10 d'aller au terme parce qu'il sait que ton taux de transformation c'est 10% parce que tu as vu le client 5 minutes. Super malin. Ouais. Et c'est ça qu'il faut mettre dans les étapes. Bon, écoute, on a fait un bon tour, peut-être, et ça vaudra peut-être le coup. Et puis aussi de parler du marché un peu actuel. C'était l'ouverture de ma dernière partie, mais c'est quoi le next game finalement pour Artemis, compte tenu du marché actuel, et aussi si tu peux glisser quelques conseils aux personnes qui nous écoutent et qui cherchent à avoir un prêt, comme tu es dans la machine, à part contacter Artemis. Évidemment. Ouais, évidemment. On vous donne alors le 06 de Ludovic. Voilà, exactement. Il s'affiche en dessous de... Pour le coup, on a plutôt eu le vent dans le dos pendant les 10-12 premières années. Il n'aurait échappé à personne que depuis 1 an et demi, c'est quand même un peu plus compliqué et c'est, je veux dire, de notoriété publique. Hein, vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Le marché le marché du crédit immobilier, les volumes qui ont été décaissés par les banques en 2023, c'est moins 40% par rapport à 2022. Donc c'est un vrai tassement. Avec des guichets bancaires et des banques qui ont quasiment fermé pendant l'année les vannes et qui ne prêtaient plus qu'à certains de leurs clients et plutôt les plus anciens et les plus fortunés. Donc il y a eu quand même un coup d'arrêt avec des barrières à l'entrée au-delà des banques qui étaient plus très fans de prêter pour cause de marge pincée, voire nulle, voire négative. Il y avait aussi des barrières réglementaires, usure, HCSF. Donc, ça a été une année compliquée. On pense quand même voir la lumière au bout du tunnel. D'abord parce qu'on a passé une bonne partie du mois de janvier à se retaper dans le dos, à manger des galettes et faire des apéros avec nos amis banquiers. On a tout annulé d'un côté et de l'autre et que les banques sont à nouveau prêteuses. Ce qui manque un peu là, c'est que le marché est pas très vigoureux, un peu mou. La demande, hein, j'entends. Et
voilà, je pense que 2024, pour le premier semestre, c'est déjà réglé. On est quasiment au mois de mars et je vous ai dit, le cycle, c'est entre 3 et 6 mois. Donc, le premier semestre est quasiment déjà réglé. La deuxième partie de l'année devrait mieux se passer. Et puis, nous, comme on n'a pas attendu qu'il y ait des crises pour innover, pour anticiper, réagir, se développer, ça fait quelques années qu'on a cofondé ou racheté des side business, qu'on a diversifié nos offres et nos produits et qu'on fait depuis longtemps maintenant du prêt professionnel, qu'on fait de l'assurance emprunteur et d'autres assurances. Du wealth management. Voilà, de la gestion de fortune, de la collecte d'épargne, etc. Donc c'est un peu équilibré cette perte-là. Exactement, c'est-à-dire, mais c'est même le cas, c'est-à-dire qu'on termine une année 2023 qui a été très compliquée sur le côté crédit immobilier. On termine l'année 2023 profitable et c'est grâce aux diversifications. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu le but, en fait, l'idée qu'on a eue, c'est venu aussi de nos clients. C'est-à-dire qu'à un moment, tu apprends aussi de tes clients. On avait plein de demandes parce que le service avait été plus que correct et même très bon sur la partie crédit immobilier assurance. On avait plein de demandes de clients qui nous disaient « je ne sais pas quoi faire de… » Quand vous prenez un prêt relais, vous avez toujours, comme la banque fait ceinture bretelle sur la quotité, quand vous revendez votre bien, en général, vous avez une partie de cette vente qui est en surplus et dont vous ne savez pas forcément quoi faire. Enfin, pas quoi faire. En tout cas, vous avez un peu d'argent à placer et les clients nous recontactaient sur ces sujets-là. Donc, c'est venu assez naturellement. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit en mesure et en capacité de répondre à toutes les questions de finances personnelles de nos clients, que ce soit partie produit placement et partie assurance. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on fait partie d'un groupe qui s'appelle ODALIM et qui a la verticale de l'immobilier comme baseline, c'est-à-dire qu'on doit être capable de répondre d'un point de vue assurantiel et produits d'assurance à toute la verticale de l'immobilier, que tu construises une maison, un appartement, que tu sois propriétaire, occupant, non occupant, garantie de loyer impayé, etc. etc. C'est toute une gamme de produits et de services qu'on est capable de proposer aujourd'hui. En gros, c'est ça ton endgame, c'est de verticaliser tout le service qui va autour d'un achat immobilier, quelque part. Exactement. Pas juste le crédit. Pas juste le crédit, on s'interdit rien et pas d'autres business, mais il y a tellement à faire sur cette verticale immobilière et il y a tellement tellement riche, ouais. Et aussi parfois de méconnaissances dans les obligations et dans les produits qu'on veut être en capacité de pouvoir répondre à toutes ces questions que nous posent nos clients. Je fais peut-être la synthèse et après on passe à la fin, à la conclusion. Déjà, on aime bien faire une conclusion de voir ce qu'on a retenu. Alors, à chaque fois, je le fais en 3 points. Mais là, je vais le faire en 1 cette fois-ci. Parce que tu l'as rabâché et je trouve qu'on n'en parle pas assez pendant les podcasts, c'est la qualité. Finalement, délivrer de la qualité est un gros vecteur de scale. Et c'est con à dire, parce que beaucoup de gens l'oublient. Si tu veux faire de la croissance organique, ça commence par là, hein, très sincèrement. Bah oui, mais tu sais, on oublie que les vraies bonnes choses sont les choses les plus primordiales, quelque part, pour que ta boîte fasse de la croissance. Et toi, la qualité, tu l'as mis à tous les étages de la boîte. Ouais. J'aime bien aussi la façon dont tu as mis... où tu as donné aussi un peu ces lettres de noblesse au métier de conseiller, parce que souvent, c'est des vendeurs un peu bourrins. Nous, l'image... Malheureusement, ton métier souffre d'une image aussi un peu négative auprès des fois des gens qui souscrivent. Mais toi, tu as vraiment donné un vrai rôle de conseiller, quoi. Avec un grand C, quoi. C'est le cas, avec un grand C. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on vérifie tous les jours. Et d'ailleurs, le service réclamation chez moi, c'est un des services que je regarde régulièrement et quand les réclamations doivent aller après jusqu'à la médiation, je m'investis personnellement parce que je veux comprendre ce qu'il y a justement. Ça arrive, hein, enfin je veux dire, on finance entre 17 et 20 000 personnes par an, donc je vais pas te dire qu'on est à 100% de satisfaction. Il est très haut, mais de temps en temps, pour plein de raisons exogènes, ça peut arriver qu'il y ait un dossier qui se passe moins bien que les autres. Et quand ça va un peu trop loin, je veux être mis au courant pour savoir justement sur quel point on peut s'améliorer et ce qu'on peut changer dans le process. Top. C'est un beau deuxième point à ton premier point. Est-ce que tu lis des bouquins? Et est-ce que tu en as un à nous recommander? Est-ce que je lis des bouquins et est-ce que j'en ai un à recommander? Je vais te recommander le dernier que j'ai lu qui s'appelle L'Abîme de Nicolas Chemla.
C'est un bouquin qui est un bouquin assez passionnant qui démarre par c'est la vie d'un vieil Américain qui est à Paris depuis longtemps et qui découvre des choses qui se passent très bizarrement dans son immeuble du 9e arrondissement. Et puis après, je laisse découvrir évidemment les auditeurs parcourir le livre, mais c'est le dernier roman que j'ai lu et qui est... voilà, ça donne envie. J'en dis pas plus, mais c'est très sympa et c'est un vrai bouquin fiction sans expliquer les petits bobos des Parisiens de 40 ans qui voilà, ça parle pas de Julia Masson. Non, mais des auteurs des auteurs et des écrivains aujourd'hui qui inventent des histoires. Il y en a plus tant que ça en fait, si vous regardez dans la littérature moderne, j'entends. Et est-ce qu'il y a une personne que tu pourrais nous recommander pour venir à ce micro et à qui tu peux donner ton 06 ? Je n'y ai pas pensé. On s'arrête, j'y pense et on reprend sur les questions. Non, tu l'enverras, tu nous enverras. Tu nous enverras un MP. Moi, je te remercie. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, merci. Allez, merci à vous.